Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatéméry. Je suis Anne Gersard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le lundi, nous allons partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi d'en parler autour de vous. Que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux, bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Rousseau, cofondateur d'Audio ProConnect, une plateforme de téléaudiologie qui a pour ambition de démocratiser l'accès aux soins auditifs pour les malentendants. Et il est aussi conférencier, consultant en marketing et investisseur. Plus jeune, François voulait être footballeur, mais il laisse ce rêve d'enfant pour se diriger vers le marketing après une école de commerce. Il commence sa carrière comme chargé de marketing et va gravir tous les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir directeur marketing chez Orangina. Il passe ensuite du côté agence et travaille pour l'une des plus grandes agences de publicité avant de rejoindre l'équipe fondatrice de Price Minister. Dans cet épisode, François retrace les débuts de sa carrière professionnelle et les leçons qu'il en a tirées. Il nous décrypte avec clarté le métier de marketeur et la réalité en agence. Et pour finir, il nous partage la raison d'être d'Audio ProConnect et vous allez apprendre des choses sur la situation des malentendants en France. J'ai beaucoup aimé mon échange avec François, qui m'a bluffé par son humilité et sa générosité. Une conversation pleine de sens, voire philosophique. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec François Rousseau. Bonjour François. Bonjour Anger. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui. Je vais commencer par une question très bateau. Est-ce que vous pouvez me raconter votre enfance ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et à quoi vous aspirez quand vous étiez plus jeune ? Alors, j'ai eu la chance d'être dans une famille avec des parents et des frères, on va dire, extrêmement bienveillants. C'est ce qu'on appelle un milieu familial plutôt abstrait, en fait, parce que ma mère était une des plus jeunes professeurs de droit à Assas et mon père était vétérinaire, mais aussi préhistorien, mais aussi biologiste. Et il a aussi écrit des livres sur la préhistoire, etc. Donc c'était plutôt des gens qui avaient eux-mêmes un parcours académique conséquent, qui étaient extrêmement, je dirais, ouverts sur la vie, curieux. Et donc voilà, mes frères et moi, on a eu la chance d'avoir des parents plutôt bienveillants, qui nous faisaient confiance. C'était aussi l'époque de Dolto, donc c'est vrai que oui. pour les enfants, c'était beaucoup plus sympa. Mais globalement, en fait, j'étais assez heureux d'aller à l'école. D'abord, tout simplement pour y voir les copains, et pour moi, c'était extrêmement important. J'étais aussi un fou de sport, et donc à l'école, c'était l'assurance de faire 2-3 parties de foot dans la journée à la récré, Super. Ou de jouer aux billes. Et puis au fond, j'aimais bien les profs, et j'ai découvert aussi que j'aimais bien apprendre. J'ai eu quand même la chance d'avoir beaucoup de professeurs qui savaient éveiller la curiosité de leurs élèves. Et du coup, ça se passait plutôt bien. Ce qui était frappant, quand j'essaie de me rappeler un petit peu ces années-là, c'est qu'en fait, j'étais souvent 2e ou 3e de ma classe, mais très rarement premier. Ou quand j'étais premier, c'était un petit peu par accident, et j'aimais pas être premier, en fait. Pourquoi ? Parce que je me projetais pas dans la peau, voilà, de celui qui allait être le préféré du professeur ou un peu faillot, et j'avais le sentiment qu'être premier allait me couper un peu de mes copains. C'était un petit peu idiot. Il m'arrivait souvent de laisser des copains copier sur moi, ce qui n'était pas forcément très bien de ma part, mais en tout cas, voilà,
j'avais ce besoin un petit peu viscéral d'apprendre pas seulement des profs, mais d'apprendre aussi beaucoup de mes congénères, de mes camarades et de me sentir proche d'eux en fait. D'accord, je comprends. Vous aspirez à quel métier? Est-ce que vous savez Au début, je voulais être footballeur. D'accord. Il y a un métier que j'aurais bien aimé faire, mais c'était presque interdit pour moi parce que c'était le métier de vétérinaire. C'est pas très original, mais comme beaucoup d'enfants, j'adorais les animaux. Mais comme mon père était vétérinaire et qui visiblement rencontrait beaucoup de bonheur dans son métier, je me disais bon, c'est peut-être on va lui laisser ce champ-là. Donc, au début, j'avais pas trop d'idées. Et c'était soit moniteur de sport, soit idéalement footballeur, mais en étant conscient assez vite que voilà, pour le coup là, il y a une hyper sélection et que le chemin est très très étroit. Oui. Du coup, j'étais pas assez doué pour devenir pro, mais j'ai fait beaucoup de sport et ça m'a valu en fait une première grande claque en fait. J'étais en seconde, j'étais encore en tête de classe en maths, en français et je me suis retrouvé au premier trimestre de ma première vraiment en queue de classe, mais vraiment quasiment dans les derniers. D'accord. Alors les profs avaient fait exprès que le déclassement soit brutal. Bon, la raison était assez simple, c'est que je faisais à l'époque à peu près 20 heures de sport par semaine. Ah oui, quand même. Voilà, tous les soirs, tout le week-end, je ne faisais que du sport. Et du coup, ce passage brutal était pas vraiment du goût de mes parents, qui m'ont dit, écoute François, il y a un problème. Donc moi, ma première réaction a été assez catastrophique. En fait, j'étais complètement dans le déni. Et j'avais l'impression que si on me privait de ma drogue, qui était devenue le sport, mais quelque part, j'allais me renier moi-même, etc. Et finalement, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est après une petite phase de déni. C'est en fait, c'est les amis, c'est les copains de classe qui m'ont dit, écoute François, tu déconnes un peu, on te reconnaît pas bien. Même mes copains de sport, dont certains d'ailleurs, étaient pas forcément des super bons élèves, m'ont dit, écoute François, on t'aime beaucoup, mais là franchement, tu en fais trop. Et bon, il y avait le discours des parents avec lequel j'étais assez en opposition parce qu'il m'arrangeait pas du tout. Bien sûr. Mais le fait d'avoir quelques profs assez compréhensifs, quelques copains pour me dire, écoute, non, il faut vraiment que tu te remettes sur les bons rails. Mes parents ont eu l'intelligence aussi de ne pas me couper totalement de ma drogue favorite et m'ont autorisé à continuer la pratique sportive, mais en divisant le temps de sport par 4 et j'en fais encore 3-4 heures par semaine. Donc ça a été un peu une première alerte. Et pour moi, ça signifiait beaucoup de choses, c'est-à-dire que je suis passé d'un statut du copain sympa, d'élève doué, sans problème en fait, à celui de quasi-cancre, de personne un peu compliquée. Et je pense que quelque part, ça m'a marqué. C'est-à-dire que je me suis dit qu'en fait, rien n'était vraiment acquis dans la vie. Bien sûr. Et qu'il fallait être à la fois monter mon degré d'exigence vis-à-vis de moi-même. Et puis ça m'a appris aussi que sans les copains, j'y serais jamais arrivé. Et j'ai vraiment eu là des amis qui ont eu des réactions incroyables de maturité pour leur âge. J'en avais 15, 16, 17 ans. Et qui ont pris sur eux de passer du temps avec moi. Et je me suis dit que c'était intéressant dans ces moments-là, de pouvoir compter sur des amis exigeants et bienveillants. Vous êtes passé du bon élève un peu au cancre, entre guillemets, mais vous avez quand même fait une prépa. Et vous avez fait aussi une école de commerce et l'ESSEC. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? Parce que du coup, c'était pas trop dans le plan. Enfin, je veux dire, c'est... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était à la fois un vrai choix et un non-choix. D'accord. Les deux matières que je préférais, c'était les maths et le français. J'étais sans être brillantissime, mais j'avais quand même plutôt des bons résultats dans ces deux matières et j'avais pas envie de les abandonner. Mes deux frères avaient fait des écoles d'ingénieurs, donc je leur laissais ce champ-là. Et en fait, j'ai choisi une prépa qui me permettait en fait de travailler sur ces deux matières et d'autres matières. Donc quelque part, c'était aussi un non-choix. Ça me permettait de repousser le vrai choix à plus tard. Oui, c'est ce qu'on fait souvent. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui m'a décidé, c'est une rencontre avec un des amis de mes frères, qui d'ailleurs lui-même avait fait l'ESSEC. C'est quelqu'un que je trouvais extrêmement inspirant. Il avait un petit peu cette allure des acteurs américains. Bon, il était bien fait de sa personne, mais au-delà de ça, il était très sympa. Il avait beaucoup d'humour et il avait aussi de l'intelligence, alors que j'étais beaucoup plus jeune que lui, de m'adresser la parole comme si, on était un peu d'adulte à adulte. D'accord. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et donc, je me suis dit, partons pour la prépa HEC, sachant que j'ai fait un petit détour
par une hypocagne qui était absolument catastrophique. J'ai bifurqué en cours d'année d'hypocagne en prépa HEC et au final, je l'ai pas du tout regretté. Quand vous arrivez en école, quelles ont été vos premières impressions? Parce qu'il y a quand même un gap souvent entre la prépa et l'école. Oui. Certains vivent bien ce gap, d'autres non. Vous, quelles étaient vos premières impressions? Moi, je l'ai à la fois très bien et très mal vécu. C'est-à-dire, ce que j'ai bien vécu, bon, d'abord, j'ai fait le choix, même si j'étais parisien, de vivre sur le campus à l'ESSEC. Et ça, c'était pour moi assez formidable en termes de liberté. Bon, on était 5 étudiants dans un appartement qui était un peu pourri. C'était même pas des HLM, qui étaient très très basiques. Mais pour moi, c'était un luxe inouï. C'est-à-dire que voilà, on passait notre temps ensemble. J'ai fait beaucoup de sport. Il y avait plein d'associations. Il y avait quand même quelques cours qui étaient franchement stimulants intellectuellement. Et puis il y avait des cours qui étaient beaucoup moins stimulants intellectuellement. C'est vrai que quand on passe de la prépa où on fréquente Hegel, Heidegger, Nietzsche et quelques autres, ou Francis Ponge, et passer au cours de compta où on explique effectivement que c'est une question de pot de confiture, on redescend d'un cran. C'est ça. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, parce que j'étais devenu un peu idéologue. Pendant quelques temps, je m'étais cru marxiste, mais c'était surtout pour embêter mes parents. D'accord. Donc j'avais lu Marx avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, pendant quelques mois, même si j'ai pas compris du tout ce que disait Marx au fond, je m'étais arrêté au premier livre du Capital et puis j'avais lu des manuscrits, etc. Mais l'école m'a fait beaucoup de bien dans le sens où j'ai dû quitter ma pensée assez finalement d'idéologue pour me confronter à la réalité, je dirais, de l'économie et aux principes de réalité et de devenir beaucoup plus pragmatique. Et j'ai toujours eu cette tension entre une tendance un petit peu à conceptualiser et puis le fait d'agir. Et c'est pour ça finalement que le marketing aussi, ça a été au départ un non-choix, mais finalement ça a été pour moi en tout cas un excellent non-choix. C'est-à-dire que j'ai choisi le marketing parce que voilà, la finance ne m'inspirait pas beaucoup, les RH pas beaucoup plus. Enfin bref, et d'ailleurs les cours de marketing n'étaient pas forcément les meilleurs de l'école, mais il y en avait quelques-uns qui étaient très bien, d'autres un petit peu moins bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le marketing, ça a été cette capacité à être toujours dans la tension entre la réflexion et l'action. Oui. Et c'est vous qui décidez du plan d'action, et c'est vous qui voyez si ce plan d'action que vous orchestrez donne des résultats ou pas. Et ça fait beaucoup de bien, je dirais, à mon ego, ça m'a appris beaucoup plus l'humilité. J'ai beaucoup aimé. Mais en fait, ça a failli très mal se passer parce qu'au début, j'ai fait un stage chez L'Oréal en marketing, donc dans une filiale grande conso de L'Oréal. Oui. Et j'étais assistant chargé d'études. Et mes premiers jours de stage ont été un peu déroutants. C'est-à-dire que ma responsable de stage ne savait pas tellement comment m'occuper. Et donc, elle me donnait des kilos, littéralement, d'études. Donc, je devais faire la synthèse parce qu'elle-même était un peu en retard, elle venait d'arriver, etc. Donc, je me suis plongé avec passion, un peu comme un naufragé à une bouée de sauvetage. Et j'ai fait ces synthèses en lui posant des questions. Elle m'avait montré comment faire une synthèse, les conclusions pour action. Et je me suis lancé dans l'exercice, mais c'était quand même assez bizarre que ce soit un gamin qui connaisse pas grand-chose des enjeux de l'entreprise qui fasse ça, alors que ces études avaient quand même coûté beaucoup d'argent et autres. Et puis au bout de pratiquement 10 jours, une semaine, j'emportais même les études chez moi le soir pour les travailler, etc. Ouais. Je trouvais ça quand même un petit peu frustrant, donc je lui ai posé la question, et visiblement, elle ne savait pas trop comment m'employer. Et ce que je voyais, c'est à côté, mais vraiment dans les bureaux d'à côté, il y avait des équipes qui avaient l'air super enthousiastes parce qu'il y avait eu le lancement d'un nouveau shampoing qui à l'époque s'appelait Ultra Doux. Et donc, je me suis rapproché de ces équipes et je leur ai dit, ben voilà, coucou, je m'appelle François, je suis stagiaire, je suis là pour plusieurs mois chez vous. Comment je peux vous aider? Et je leur ai proposé, par exemple, d'aller dans les hypermarchés, interviewer les gens face au linéaire des shampoings pour savoir ce qu'ils en pensaient, si entre quel et quel shampoing ils hésitaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de la communication, etc. Mais ça, quand même, c'est chouette, parce qu'en fait, quand on sort d'école, souvent le premier stage, les gens n'osent pas vraiment, en fait. Ils se disent, j'ai ça, qu'est-ce que je dis à mon manager? Mais c'est rare, en tout cas, des personnes qui osent aller voir d'autres personnes pour leur proposer leur service, quoi, comme vous avez fait. Tout à fait. Oui, mais ça me paraît essentiel, en fait, rétrospectivement. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas fait, je pense que j'aurais passé un stage vraiment mortel. Ouais. Et à la limite, ma responsable n'était pas forcément la personne à blâmer. Je pense qu'elle-même, elle arrivait, elle était assez junior dans ce poste. D'accord. Elle prenait ses fonctions
Et globalement, elle n'avait pas forcément les clés. Et je pense que lorsqu'il commence à y avoir un malaise, c'est hyper important, je dirais, d'en parler, d'aller vers les autres. Et même quand on est junior, enfin, comme je l'étais, je suis pas du tout allé en roulant des mécaniques, en disant voilà, je vais vous aider, vous allez voir, ça va être formidable. C'est Bien sûr, j'imagine, oui. qu'est-ce que je peux faire, voilà ce que je sais faire. Et en fait, au bout d'un certain temps, on se rend compte que quand on est toujours dans le questionnement, quand on est force de proposition, on enrichit beaucoup l'univers des possibles et on trouve quand même plus facilement sa voie. Parce qu'en fait, souvent en entreprise, ce qui est frappant, c'est que on embauche des gens, non pas tellement pour faire grandir leur talent, mais pour bien exécuter certaines tâches. Oui. Or, ces tâches, elles évoluent forcément sous l'influence de plein de facteurs exogènes, endogènes, etc., etc. Et si on cultive pas un petit peu l'envie et le talent des gens, on finit par avoir des gens qui sont sclérosés un peu dans leur poste et qui après, du coup, qui se découragent, etc. Bien sûr. Donc ça a été un très bon enseignement pour moi de me dire, globalement, quelle que soit la fonction que j'occuperai, ne pas hésiter à exercer de l'ascendant, enfin vers le haut, c'est-à-dire de questionner son supérieur hiérarchique, pas du tout de façon agressive, mais d'établir avec lui un vrai dialogue. Du coup, vous êtes parti dans ce nouveau département pour ce shampoing. Voilà, donc et d'ailleurs c'était super intéressant parce que l'équipe était assez motivée. J'ai beaucoup appris à leur contact. C'était très vivant. On a même fait des choses qui n'étaient pas prévues. On a eu des petits repositionnements de la marque. Mais moi, j'ai énormément appris en ces quelques mois de stage. Et juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous disiez vous avez pris un peu le marketing par défaut parce que vous aimez pas la finance. En fait, c'est souvent ce qui se passe en école, hein, c'est que on a le choix entre le conseil, le marketing, la finance. Tout à fait. Et en fait, voilà, c'est un des trois. Et parfois, quand on fait autre chose, c'est vraiment qu'on est rebelle, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, vous avez passé quand même une bonne partie de votre carrière dans le grand groupe, hein, et notamment en marketing, juste avant de passer en agence. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quels ont été les grands enseignements que vous avez tirés? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai eu la chance, en fait, globalement, de croiser des gens qui m'ont beaucoup appris. Souvent des gens qui savent assez bien raisonner, poser les problématiques et autres, mais souvent ce sont des gens plutôt jeunes et qui, dans les boîtes de grande consommation, ont un pouvoir colossal. C'est-à-dire que parfois, le produit qui fait la première contribution marketing d'une boîte, il est confié à un chef de produit qui a 25 ans ou 26 ans. Et puis, le directeur marketing en a 33, 34. Oui. Alors, c'est bien de donner des responsabilités à des gens très jeunes, mais en fait, aujourd'hui, moi, je pense que le marketing est trop important pour être confié au seul marketeur, en fait. Je pense qu'en fait, les entreprises, les marques qui donnent les meilleurs résultats, cet état d'esprit marketing, c'est d'aller vers le client, d'expérimenter, d'innover, d'être très attentif à ce que fait la concurrence, etc. C'est quelque chose qui doit complètement être intégré par la direction générale. Donc ça, c'est un premier truc qui m'a frappé. La deuxième chose, en fait, c'est que à l'époque, on faisait des plans marketing à 3 ans, 5 ans. Et c'est bien de se projeter. Et aujourd'hui, c'est complètement impossible. Les choses évoluent tellement vite qu'on est moins dans des plans que dans des différents scénarios. Et ce qui me semble intéressant dans la démarche marketing, c'est justement le fait de se poser des questions en permanence. Et quand on voit effectivement comment certaines marques font la différence, c'est que elles ont ce contact permanent avec leurs clients ou leurs partenaires, et elles sont toujours dans une logique un peu de co-construction, prêtes à apporter des innovations qui peut-être sont pas forcément visibles de l'extérieur, mais qui au final vont leur permettre de marquer quand même pas mal de points. Et c'est ça qui m'a intéressé vraiment dans la démarche, c'est que on navigue un petit peu à vue. Alors on essaye de se rassurer, on a des plans, on a des budgets, etc. C'est très bien parce que ça donne un cadre. Et plus on a de contraintes, mais globalement derrière, mieux on est à même de développer un plan d'action cohérent. Donc le marketing chez ce type d'annonceur, moi ça m'a apporté beaucoup de façons de raisonner sur à la fois la façon de poser une problématique, à la fois la façon de structurer le travail et de coordonner des gens extrêmement différents. Moi j'adorais aller en usine pour comprendre comment mon produit était fabriqué. J'adorais aller dans les labos, j'adorais aller dans les supermarchés. Et je trouve que la beauté du marketing, justement, c'est d'être capable de coordonner et de tirer le meilleur de tous ces acteurs, en fait. Alors, il y a une autre leçon que j'ai tirée. Bon, là, c'est plus lié un peu à un demi-échec personnel. D'accord, dites-moi. J'avais rejoint le groupe Pernod Ricard, dont le métier principal était évidemment l'alcool, mais qui avait aussi une division sans alcool avec des produits comme Orangina, dont je me suis occupé, et aussi des jus de fruits comme Pampril et autres. Et moi, j'étais dans la division sans alcool, et on m'a fait aller faire un voyage aux États-Unis, où le marché du jus de
fruits frais réfrigérés était en pleine expansion. Et là, donc moi j'ai fait mon étude de marché aux États-Unis. J'ai vu un petit peu à quelle vitesse ce marché se développait, en quoi effectivement un jus de fruits réfrigéré était bien supérieur en goût, bien plus apprécié qu'un jus de fruits qui était pasteurisé à l'européenne. Et donc j'ai pris des contacts avec plein de gens sur place. J'ai bossé comme un fou. Et quand je suis revenu en France, je pensais avoir tout le rationnel pour convaincre la direction générale du groupe d'investir sur ce nouveau marché. Et de fait, on avait fait des mini-marchés tests, on avait fait goûter les produits, on avait des attentions d'achat qui étaient très élevées, une acceptation du prix. Bref, on avait fait tous nos devoirs de marketeur qui préparent une recommandation. Et j'étais assez persuadé que sur la base de ces bons arguments, avec aussi l'équipe de personnes que j'avais réunies autour du projet, il y avait pas mal de gens quand même assez seniors qui étaient aussi convaincus que je pouvais l'être, que c'était vraiment une très bonne démarche. On allait convaincre sans problème le groupe d'investir. D'accord. Et en fait, je me suis échiné et j'avais pas compris la logique financière du groupe qui était plutôt en train de se dire est-ce qu'on se retire du marché du sans-alcool pour aller sur l'alcool, etc. Donc bref, je n'avais pas questionné assez en amont. J'étais tellement obnubilé par mon projet que je n'avais pas regardé le contexte plus global. Et du coup, j'ai passé quand même pas mal de mois à bosser comme un fou et on m'a laissé faire. Mais pour un travail qui au final a été stérile puisqu'en fait il n'a rien donné. Et du coup, ça m'amène toujours en fait, dès que j'ai un problème, un défi très devant moi à résoudre, d'essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi. C'est pas simplement le texte qui est important, c'est le contexte. Pourquoi finalement on me demande ça? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Et qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Ça m'aide beaucoup dans ma façon d'avancer, c'est-à-dire de ne pas m'attaquer tout de suite brûle pour point à la question qui m'est posée, mais déjà de questionner un petit peu la question. Alors ça peut durer 30 secondes. Oui. Dans certains cas, ok, c'est clair. Mais dans bien des cas, le problème sous-jacent est vraiment intéressant et ça permet de mettre, je dirais, l'effort là où il faut. Bien sûr. Peut-être même se poser la question à soi-même ou même la poser aux gens. Tout à fait. Là, dans ce cas, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'aller voir assez vite les banquiers d'affaires ou la direction financière du groupe et en disant, voilà, est-ce qu'il y a une chance sur 10 ou une chance sur 100? Ouais, voilà. Et eux, on laissait faire, mais on voyait bien que c'était pas... la messe était déjà dite. Savoir un peu choisir ses combats, quoi. Exactement. Et ensuite, vous êtes parti en agence. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça et quelle différence vous avez vue entre les agences et les grands groupes? La motivation, là encore, c'est un peu des rencontres. C'est que quand j'étais chez l'annonceur, je trouvais effectivement qu'il y avait en agence des gens plutôt inspirants. D'abord, ils avaient l'air de bien rigoler, ils avaient l'air de plutôt bien bosser, et à chaque fois, avec les agences avec lesquelles je travaillais, ils apportaient des idées de communication, des idées publicitaires que je trouvais extrêmement intelligentes et pertinentes. Et ça, ce processus-là me fascinait. Et en plus, ils avaient, alors je dirais, l'intelligence quand ils me vendaient une campagne, de faire semblant de m'y associer un tout petit peu, de me sonder un peu avant. Et du coup, voilà, j'étais assez titillé par ça. Alors là encore, c'était aussi un choix et un non-choix. D'accord. C'est-à-dire que une fois qu'on est directeur marketing, l'étape suivante, très souvent, pour aller jusqu'à la direction générale, c'est de passer par un poste de direction commerciale. Mm-hmm. Je suis assez commercial de tempérament, donc c'est pas ça qui m'effraie. En revanche, je suis pas très bon, voire je pense assez mauvais pour animer des équipes de plusieurs dizaines ou centaines de personnes, sabre au clair, en communiquant des discours victorieux, on va les écraser, on est les meilleurs. Autant je pense avoir un peu de talent pour faire du one-to-one et animer une équipe de 10, 20, 30 personnes, mais que je peux connaître individuellement, écouter, sur lesquelles rebondir. D'accord. Mais je doutais beaucoup de ma capacité à rentrer vraiment dans le dur et à gérer des équipes très 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 nombreuses. Et puis j'étais très attiré par ce monde de la publicité en me disant il y a des idées et c'est une idée qui peut valoir des millions ou des milliards, parce que beaucoup de marques ont bâti justement leur succès d'abord sur cette idée de communication, parce qu'on sait en marketing que l'important, bien sûr, c'est le produit. Si vous avez un produit qui est nul, ça, vous n'allez pas aller très loin. Mais ce qui est encore plus important que le produit, c'est la perception que les gens en ont. Bien sûr. Donc voilà, j'étais assez motivé par cette perspective. Et puis bon, là aussi, c'est un ami qui s'appelle Nicolas Bordas, qui est maintenant le patron de TBWA, avant ex-BDDP, qui m'a dit, écoute, en se parlant, moi je te verrais bien dans ce monde-là. Et c'est comme ça que je fais la transition. Alors,
j'ai perdu un peu en statut, j'avais pas forcément un grand bureau, j'avais pas forcément une équipe importante à manager. En revanche, je me retrouvais face à des clients et il fallait tout imaginer. C'est-à-dire qu'à partir d'un lancement d'un nouveau produit, donc j'ai travaillé beaucoup pour Apple, qui m'a énormément appris. Et là aussi, l'idée de communication, je la trouvais superbe, c'était de dire l'important n'est pas ce que l'ordinateur peut faire. C'est le discours de tous les PC qui vont vous dire mon ordinateur il est super puissant, ma capacité de mémoire elle est top, donc l'ordinateur est très bien. Mais l'important c'est ce que vous, utilisateurs, vous pouvez faire avec mon ordinateur. Et du coup on va travailler tout ce qui est l'ergonomie, les fonctionnalités, les interfaces et autres. Cette idée de communication était très puissante. Elle a permis de générer beaucoup, je dirais, à la fois d'innovation produit et de belles campagnes auxquelles j'ai eu la chance de pouvoir participer. Donc, au début, j'étais avec des gens assez bienveillants, quand même, globalement, mais j'étais un peu suspect, quand même. J'étais le mec qui venait de chez l'annonceur. Donc, quand on voulait un peu me charrier, on m'appelait Monsieur l'ingénieur, sous-entendu celui qui rationalise un petit peu trop vite et qui peut un peu couper les ailes des créatifs, ce qui n'était pas franchement du tout mon cas. Bien sûr, ouais. Et j'ai en fait découvert que c'était deux versants du même métier, mais qu'il fallait appréhender de façon totalement différente. C'est-à-dire que dans un cas, on est quand même responsable d'un chiffre d'affaires, d'une marge en fin d'année, finalement de la vie bonne de l'entreprise qui commercialise le produit. Là, on est plus dans une posture où on doit entraîner des annonceurs, parfois un peu frileux ou pas frileux, sur des idées un peu audacieuses qui font vendre et qui vont être au service aussi de la performance de l'entreprise. Mais la posture du consultant, elle est radicalement différente de la posture de l'annonceur. Donc ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. L'autre point aussi qui m'a frappé, c'est que dans ces agences, il y avait souvent des créatifs stars qui avaient gagné des prix à Cannes, et qui avait tendance parfois à bâcher ou en tout cas à impressionner fortement les commerciaux ou les planeurs stratégiques. D'accord. Et en fait, j'ai assez vite compris que si on voulait exister dans une telle agence, il fallait exister vis-à-vis de ces gens-là. Et d'abord, c'était des gens plutôt intelligents, alors parfois un peu psychopathes, avec des égos surdimensionnés, mais pas toujours. Et qu'en fait, quand on posait vraiment le débat sans se laisser impressionner, mais quand on refusait le combat de personne, mais qu'on allait sur le combat des idées, là, ça devenait intéressant. Ça me donnait un peu l'impression presque de s'apprivoiser mutuellement. Mais comme moi, j'avais un fond d'éducation quand même si quand on fait du foot, sur les terrains, il peut y avoir un petit peu de violence, etc. Mais je suis pas du tout quelqu'un de violent et d'agressif, même si j'aime beaucoup le débat d'idées. Ça m'a un peu musclé quand même de me retrouver face à des gens comme ça qui de toute façon parfois avaient une idée parce qu'ils pensaient que cette idée pouvait leur apporter un prix à Cannes et donc ils avaient absolument envie que je vende cette idée-là aux clients. Et pour moi, cette idée, elle était certes intéressante, mais elle n'allait pas dans l'intérêt du produit. Bien sûr, oui. Voilà, parce que elle était remarquable, mais elle pouvait conduire au fait qu'on ne consomme le produit qu'en une seule occasion particulière, alors qu'en fait, le produit voulait s'inscrire dans une consommation plus régulière. En fait, avoir des conflits avec ces personnes, ça m'a énormément fait grandir et ça a été beaucoup plus des conflits d'idées. Et donc là aussi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est de pas se laisser impressionner par le pédigré des gens. Ça ne m'empêchait pas d'admirer ces personnes pour leur talent, pour leur créativité, mais de ne pas subir. Bien sûr, ouais. Je pense qu'en fait, un des fils rouges de ma vie professionnelle, c'est de comprendre que le fond de l'agréable, c'est agir et c'est pas subir. Ouais. Et je vois trop de gens en entreprise qui subissent, qui parfois avalent des couleuvres, l'acceptent et la vie continue. Et ça, je trouve ça un petit peu insupportable. Complètement en phase avec vous par rapport à ça. Et après, ce que vous dites est vrai. Enfin, quand vous dites que quand il y a un problème, faut aussi en parler. Faut en parler à ses managers. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent pas et qui souffrent en silence, quoi. En fait, c'est assez complexe. Moi, ce que je vois aujourd'hui, alors aujourd'hui, je suis dans les startups, donc on a d'autres contraintes. Tout n'est pas rose dans les startups. Bien sûr. Mais il m'arrive d'animer des ateliers ou des séminaires qui réunissent des groupes de 15-20 personnes pendant une journée, 2 jours, 3 jours ou plus, autour du thème de la transformation digitale. D'accord. Évidemment, on parle beaucoup plus de mindset, d'état d'esprit, et pas simplement de technologie. Ce qui me frappe effectivement dans les personnes qui sont un peu en souffrance, et en fait il y en a beaucoup, c'est qu'elles ont de bonnes raisons d'être en souffrance parce que elles sont des entreprises assez rigides, avec souvent des managers qui ne sont pas des managers mais qui sont des experts, et donc persuadés qu'ils ont une expertise. Globalement, leur valeur ajoutée, elle est là, elle est moins à comprendre leurs équipes et à les motiver. Mais il y a 2 choses dans ce que vous dites, c'est que oui, il faut parler, mais il faut aussi être capable de considérer que
on peut être une partie du problème. Bien sûr. Enfin, je vois beaucoup de gens qui se plaignent et qui disent non mais mon manager est une catastrophe, la boîte ce sont des dinosaures, et on a l'impression que eux ne font pas partie du problème. Sartre disait, c'est un peu méchant, mais qu'il n'y a pas de victimes innocentes. Ouais. On peut discuter de cette phrase parce que bon, il y a malheureusement des situations où il y a des enfants, bon, il y a des victimes innocentes, mais bien sûr, oui. Souvent quand on est adulte quand même, on peut aussi partir du point de vue que lorsqu'il y a une souffrance au travail, lorsqu'il y a un problème, on se comprend pas, on est soi-même un petit peu partie du problème. Et si on ne raisonne pas comme ça, on se donne beaucoup moins de chances de trouver une solution. Absolument. Le problème, c'est qu'après, on se met en situation de victime. Oui. Et c'est des ruminations, et c'est de la frustration, et ça n'aide personne. Tout à fait. Complètement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de chefs qui soient sadiques. Ça doit exister. Il y a certainement des pervers narcissiques. Il y a certainement des gens qui tirent une certaine jouissance de voir leur équipe trimée. Mais je pense pas que ce soit la règle générale. Je pense que c'est beaucoup plus, je dirais, un peu un manque de dialogue avec leurs équipes, un manque un petit peu de repères. Eux-mêmes n'ont pas forcément toutes les clés pour bien avancer. Et donc, oui, ce que vous disiez, c'est très important, c'est dès le départ, quand on commence à constater un petit peu des écarts, rechercher soi-même le feedback et puis questionner. Ok, tu me demandes de faire ça. Pourquoi et pourquoi du pourquoi. Enfin voilà, et poser plusieurs fois la question. Il s'agit pas de leur taper sur le système ou de les énerver. Bien sûr. Mais de bien intégrer l'objectif. Complètement, très clair. Dans votre parcours, est-ce que vous avez eu justement des moments où vous êtes posé un peu des questions Juste après l'agence, vous avez eu l'aventure Presse Minister. Tout à fait. Et ensuite, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez me dire les moments clés où en fait, vous avez eu des questionnements personnels, des doutes sur votre carrière? En fait, des doutes, j'en ai un peu en permanence. C'est humain. Bah, ça fait partie de moi. J'ai eu souvent, et ça m'arrive encore de me dire, mais est-ce que moi, quelque part, est-ce que je suis pas un usurpateur? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Pourquoi ces gens-là me font confiance? Mais ça, c'est intéressant, ce fameux syndrome de l'imposteur, hein, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Enfin, même vous l'avez? Oui, parce qu'il y a des moments. Enfin, c'est plutôt un aiguillon. D'accord. Après, je fais confiance dans les gens qui me font confiance aussi. Bien sûr. Voilà, je suis assez attentif au fait que est-ce que j'écoute suffisamment les gens? Est-ce que ma compréhension des problèmes est la bonne? Mais la meilleure façon, en fait, de répondre à ça, c'est l'action. Ouais. Ce que j'ai appris à des grands moments, en fait, il y a eu vraiment plusieurs étapes, mais pour répondre à votre question, c'est vrai que le passage du marketing de l'annonceur à l'agence remet pas mal de choses en cause, et ça apprend peut-être à rechercher davantage dans la disruption, c'est-à-dire de s'attaquer au statu quo, aux conventions. D'accord. Et le fait d'être passé par BDDP, où il y avait Jean-Marie Dru qui avait écrit le premier ouvrage là-dessus, en tout cas à ma connaissance, que j'ai trouvé absolument remarquable sur justement la disruption, c'est savoir identifier des conventions qui sont inutiles. Il y a des conventions qui sont tout à fait justes. Oui. On va pas s'attaquer au fait que pour les gens, un bon jus d'orange c'est fait avec des oranges naturelles. Ok, ça c'est une bonne convention. En revanche, il y a plein de conventions auxquelles on peut s'attaquer et qui permettent effectivement de créer une rupture et qui elles-mêmes créent de la valeur ajoutée et changent un petit peu la donne. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a un petit peu habité, qui m'a d'ailleurs préparé pour le saut vers les startups. Oui, j'ai eu des moments de doute quand j'étais en startup, notamment chez Presse Minister, où Olivier Mathieu et Pierre Cusicot-Morisset m'avaient demandé de les rejoindre. Ils m'avaient demandé vraiment avec des trémolos dans la voix, mais viens François, on a trop envie de travailler avec toi, etc. C'est super. Je trouvais en plus le projet enthousiasmant et génial, mais en fait, j'étais pas du tout bien préparé à bosser dans le rythme. C'est-à-dire qu'au début, quand on se posait des questions, moi, j'avais besoin de prendre quelques jours pour poser le problème sur une feuille de papier, parce qu'en fait, je pense que écrire me permettait d'être un peu plus exact dans ce que je voulais dire, de questionner des gens un petit peu autour de moi, et en fait, je ralentissais un petit peu le rythme de l'entreprise. Alors au début, c'était important, puis toutes les décisions ne devaient pas être prises dans la précipitation, mais j'avais pas encore bien compris que j'étais pas encore assez habité du sentiment d'urgence qu'on a lorsqu'on est une start-up. Et finalement, plutôt que de peser le pour et le contre pendant 107 ans, le mieux, c'est de faire et de faire un prototype et d'aller voir des gens, de leur demander leur avis et de le construire. Bien sûr, d'accord. Donc ça, voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait un petit peu douter de ma pertinence, moi, à ce type de poste. Et puis, là encore une fois, un peu comme mes copains du lycée m'avaient aidé à sortir de l'ornière, c'est tous mes collaborateurs qui m'ont dit « Non, attends, François, c'est super, on aime bien bosser avec toi.
corrige-toi juste sur ça et ça, et ça va être top. Mais oui, ces périodes de doute, en fait, je peux les avoir assez souvent. Là où c'est plus compliqué, c'est dans une start-up, parce que une start-up, c'est au départ une idée, un embryon d'idée que l'on a. On finit par se persuader que cette idée elle est formidable, alors qu'en fait on n'en sait rien, on est soi-même, on est un peu le seul à penser. Bien sûr. On peut entraîner des gens dans l'aventure et leur faire perdre du temps et de l'argent. Du coup, c'est vrai que l'agilité est absolument clé, et ça demande une démarche quand même avec pas mal d'humilité, parce que son idée, son bébé de départ, il peut être complètement broyé à l'épreuve des faits et à l'épreuve de la rencontre du marché et des clients. Et donc tout ça, ça implique une remise en cause un petit peu permanente. Quand on est un peu dans le doute, la meilleure solution, c'est d'être dans l'action et d'avancer. Oui, et puis de partager aussi ses doutes avec les autres. Parfois, on a des doutes qui sont pas du tout fondés, et à l'inverse, ne pas douter peut être parfois très dangereux. Complètement. Donc après ça, vous êtes professeur, conférencier, business angel, et vous vous êtes quand même lancé un nouveau défi dans le domaine de la santé, oui, avec AudioPro Connect. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient cette idée? En fait, là encore, ça remonte tout simplement à mon enfance. En fait, D'accord. Mon père était malentendant et ma mère l'a été à la fin de sa vie. Et j'ai pu notamment constater chez mon père, qui était malentendant, suite à un accident pendant la guerre. Il était résistant, mais comme il était pas très doué avec les explosifs, il s'était fait exploser. Ah mince. Voilà. Explosif trop près de lui. Du coup, il avait vraiment une grosse perte d'audition. D'accord. Et c'est quelqu'un qui pouvait être très drôle, très très, très brillant et assez humble. Et c'était un plaisir, voilà, d'avoir des conversations avec lui. Et de temps en temps, je voyais dans des repas que dès qu'il n'entendait plus, il souriait et il faisait du mieux qu'il pouvait, mais je sentais qu'intérieurement, il sombrait. Et ça, pour un enfant, de voir son père dans cette détresse-là, c'est compliqué. Complètement. Donc j'avais envie de faire un truc sur l'audition, d'autant plus qu'en France, on est dans une situation qui est un peu terrible, c'est-à-dire que sur 6 millions de malentendants, il y en a 4 millions qui ne sont pas équipés. Ah oui, quand même. Et quand vous avez un problème de vue, tout de suite, vous allez porter des lunettes, parce que vous n'allez plus lire les noms de rues dans la rue, etc. C'est insupportable. Quand vous commencez à mal entendre, votre première réaction, c'est d'être dans le déni, en disant « non mais c'est des jeunes qui articulent mal ». Pourquoi ? Parce que malentendre, c'est un peu un marqueur d'âge et que c'est pas une maladie, c'est simplement une dégénérescence naturelle des cellules sensorielles de l'audition qui est liée à l'âge. Et du coup, on n'a pas envie de passer pour un petit vieux. En plus, les produits sont super chers. Ça coûte un bras, ça coûte 3 000 €. Beaucoup de personnes ne s'équipent pas. Et là, elles ont des gros problèmes. On s'isole des gens. Quand vous ne voyez pas, vous vous isolez des objets. Et quand vous n'entendez pas, vous vous isolez des gens. Bien sûr. Donc du coup, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des dépressions nerveuses, manque de confiance en soi, et vous avez par exemple 3 fois plus de chances d'avoir Alzheimer que si vous êtes bien entendant. Donc je me suis dit qu'il y avait une cause à défendre, et que si je pouvais contribuer à ce que davantage de malentendants soient équipés, ça valait la peine. J'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire sur ce marché. Au départ, on a lancé une société, alors là c'était pas moi qui en étais à l'origine, mais je faisais partie de l'équipe de départ, qui s'appelait Sondalto. C'était tout simplement de vendre des appareils auditifs prêts à l'emploi en pharmacie, donc pour 300 € pièce. Ça a été assez compliqué, l'entreprise a été rachetée, c'est pas un échec, mais c'est pas non plus un franc succès. Et du coup, ça m'a amené, parce qu'en fait, les pharmaciens ont un petit peu d'autres chats à fouetter, qu'on a peut-être pris certains de nos désirs pour des réalités. Et du coup, ça m'a amené à me reposer une question en disant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'avec les nouvelles technologies, on pourrait apporter à l'audition? Et donc, on a développé avec un médecin ORL et toute une équipe des solutions de téléaudiologie, donc qui permettent de régler les appareils à distance. Or, comme beaucoup de malentendants sont âgés et ne peuvent pas se déplacer, pour eux, ça a une vraie valeur. Et donc cette solution de téléaudiologie a été validée cliniquement, très bien. Mais là aussi, on s'est rendu compte en fait que malgré tout ce qu'ils avaient pu nous dire, les audioprothésistes trouvaient la solution sur le papier très bien, mais que les cas d'usage n'étaient pas forcément si nombreux que ça. Et du coup, on a dû pivoter. Et aujourd'hui, en fait, ce que fait AudioPro Connect, ce sont des campagnes de recrutement sur Internet de malentendants. Donc souvent des gens qui se posent des questions sur leur audition, qui sont un peu dans le déni. D'accord. Ça fait des années qu'ils traînent un problème d'audition, mais ils n'ont rien fait. Et on leur dit coucou, c'est peut-être un peu le moment de faire quelque chose. Leur entourage pèse pas mal et on qualifie un petit peu leurs besoins et on les amène chez les audioprothésistes. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'effectivement, les gens qui sont équipés, qui ne l'étaient pas, 95% des gens nous disent « mais j'aurais dû m'équiper plus tôt ». Donc on a un peu le sentiment quand même d'avoir contribué à faire quelque chose de bien. Et puis là, la société a connu quand même diverses difficultés. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais aujourd'hui, le reste à charge zéro ou le 100% santé. C'est-à-dire que là où ça coûtait entre 2500 et 3000 € pour s'équiper d'aide auditive et il leur restait, avec les remboursements, il vous restait 2000 € de reste à charge, le gouvernement a décidé de rendre l'accès aux soins auditifs gratuits. Ah, super. Donc en fait, dès 2021,
n'importe qui en France qui a un problème d'audition pourra s'équiper d'aides auditives performantes pour rien. Et du coup, après le Covid-19, c'est vrai que c'est une crise et de l'offre et de la demande. Du coup, je me retrouve sur un marché, ce que j'avais pas du tout prévu, où au moins là, la demande est assurée puisque tous les patients deviennent par définition solvables. Donc là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler avec des gens comme les audioprothésistes, des médecins ORL, et les perspectives sont extrêmement importantes puisqu'en fait, bon, d'abord, il y a un nombre de malentendants non équipés qui est colossal. Chaque année, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de nouveaux malentendants qui arrivent génération après génération qu'il faut éduquer. Et il y a tout un travail de pédagogie, de sensibilisation à faire. Distiller davantage aussi encore de technologies utiles, notamment numériques, dans toutes les solutions. Voilà, donc ça ouvre des perspectives à la fois très intéressantes sur le court terme et le moyen terme. Et ça nous fait travailler sur des dimensions comme l'expérience client, l'animation d'un réseau d'audioprothésistes indépendants. Voilà, donc c'est un projet qui est assez exaltant, qui a été très compliqué à mettre en place, et c'est pas fini. Je dis tout le temps que les transitions professionnelles, c'est un peu l'art de se mettre en déséquilibre. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous avez dû apprendre? Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas anticipées, je pense, enfin, vous me le dites, certaines choses, mais qu'est-ce que vous avez dû apprendre? J'ai dû apprendre, en fait, d'abord à faire assez vite, à aller très vite au contact des clients, que ce soit en B2B ou en B2C, avec un prototype tout pourri, mais de pas attendre d'avoir mon produit ou mes services parfaitement définis. D'accord. J'ai dû apprendre à travailler dans des petites équipes où on avait un peu trop de boulot et à le répartir entre nous. J'ai dû aussi apprendre toute la partie sur le financement, parce qu'en fait, la logique de l'investisseur, elle peut sembler un peu parfois froide et cruelle, mais en fait, elle est super intéressante. Je pense qu'il faut pas antagoniser, comme on le fait parfois, l'investisseur qui ne rechercherait que son profit. Quand on a une bonne relation avec ses investisseurs, que ce soit des business angels, des VC ou autres, ce sont des relations qui peuvent être extrêmement fructueuses parce que l'investisseur vous rappelle des vérités un peu essentielles, voilà, et notamment celle de la trésor, qui est oui, le nerf de la guerre, ouais. Le nerf de la guerre, et vous ramène un petit peu les pieds sur terre. Ça fait partie de toutes ces choses effectivement que j'ai dû apprendre et que j'apprends tous les jours d'ailleurs. Ok, là je vais juste passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le tamis de Gatémery. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant vos différentes transitions professionnelles, quelle a été votre plus grande peur et comment vous l'avez surmontée? Ma plus grande peur, ça a peut-être été de me voir embarqué sur un sillon un peu étroit et sur un job répétitif toute ma vie. Okay. Voilà, et d'être dans la routine et de me dessécher et un petit peu de m'enfermer, c'est-à-dire de reproduire un petit peu tous les ans un peu le même schéma. Je pense que c'était ça ma plus grande peur. Oui. Que vous avez pu surmonter en étant acteur un peu. J'ai pu surmonter, c'est en me mettant à l'écoute de plein de projets, en me jetant un petit peu dans l'action. C'est vrai qu'en agence de communication, on a plein de budgets différents, on a du newbies. En start-up, c'est pareil, on a à chaque fois des challenges un tout petit peu nouveaux. En investissant, en accompagnant des entreprises, on renouvelle en fait les projets dans lesquels on s'engage et on reste ouvert en fait. Ouais, je comprends. Est-ce que vous pouvez me partager un livre qui vous a particulièrement marqué et pourquoi il vous a marqué? Je lis beaucoup. Je suis même un lecteur un peu compulsif. D'accord. Et je pense que la littérature, alors pour moi en tout cas, elle est essentielle dans ma vie parce qu'elle m'aide à prendre justement de la distance par rapport à ma vie. Elle met en perspective, voilà, des situations de vie professionnelle. Elle introduit aussi un petit peu d'humour dans ce monde un peu cruel, etc. Donc vraiment, moi, les livres font partie de ma vie. J'ai un énorme plaisir à lire. Il y a des livres que je trouve sublimes par leur élégance, par leur vision, qui me nourrissent. Il y a peut-être un livre plus récemment qui m'a beaucoup marqué, c'est Méditation sur la beauté de François Cheng. D'accord. C'est écrit par un poète magnifique, quelqu'un qui a la double culture chinoise et française. Mais ce qu'il dit sur la beauté est essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on a un peu tendance à cataloguer. Quand j'aurai du temps, j'irai dans tel musée, écouter telle belle musique, etc. En fait, la beauté, elle est partout. En fait, elle doit irriguer nos vies autant que d'un côté, il y a le mal
qu'on a du mal un peu à appréhender. Et puis de l'autre côté, il y a un mystère tout aussi inexplicable que le mal, qui est la beauté. Et je trouve que être sensible à toute la beauté qui peut s'exprimer à travers un petit brin d'herbe qui frétille au vent, à travers, je sais pas, des bâtiments, des gens, des œuvres d'art. Pour moi, c'est un facteur d'équilibre extrêmement important. Alors évidemment, François Tchang en parle beaucoup mieux que moi, mais je trouve que ce rapport à la beauté du monde, c'est aussi ce qui nous régénère, et c'est vraiment essentiel. Ouais, non mais complètement. Je mettrai les notes en fin d'épisode. Quel a été le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Je pense que c'est de poser des questions. Enfin, c'est d'être dans une écoute active. Déjà à l'école, comme j'étais un peu fainéant, c'est vrai que quasiment quand je sortais de mes cours, comme j'avais écouté assez attentivement les profs qui me plaisaient, j'avais aussi un petit peu participé en posant 2-3 questions s'il y avait un truc que je comprenais pas. Je pense que le fait d'être présent à ce qu'on fait, c'est ce que m'a appris le théâtre aussi. C'est-à-dire qu'on peut parfois assister à des réunions, mais on n'y est pas vraiment. Il vaut mieux faire des réunions plus courtes, mais être vraiment présent aux autres et être dans une écoute hyper active. Voilà, donc ça je pense qu'il y a des meilleurs conseils. Et c'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. Il faut vraiment travailler son sens de l'écoute. Ouais, non, tout à fait. Comment est-ce que vous progressez de manière personnelle? Je sais que vous faites beaucoup de sport. C'est un peu tout à la fois, mais c'est essentiellement les gens en fait qui me font progresser. C'est un peu leur retour, l'envie de travailler avec eux. Je suis assez admiratif du talent des personnes, et je trouve que beaucoup de gens ont des vrais talents. Quand je repère un talent chez quelqu'un, voilà, j'essaye un petit peu de m'en inspirer. Mais c'est un petit peu tout un système. C'est vrai que la lecture m'aide à prendre un peu de distance. L'effort physique, le sport, ça me détend, aujourd'hui séparer le corps et l'esprit, c'est vraiment pas possible. Complètement. Donc c'est un petit peu cet ensemble de choses, mais ma vraie source de motivation et de progression, c'est d'abord les gens. D'accord. Y compris d'ailleurs des gens qui sont pas forcément bienveillants avec moi. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont vraiment agressifs, méchants, etc., j'essaye de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Je peux regretter qu'ils aient ce comportement, mais souvent, ils m'apprêtent quelque chose quand même. Enfin, il faut vraiment beaucoup de sagesse. Mais je comprends que ce soit important aussi de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, en fait. Oui, mais après, ce que je me dis, c'est que ils sont comme ça avec moi, mais ils le sont aussi avec d'autres personnes. C'est vrai. Donc, en fait, peut-être qu'ils ont un point concernant, et que même s'ils sont détestables, très antipathiques et malhonnêtes, il y a quand même un point de vrai, donc je le considère. Et puis après, j'essaye vraiment de comprendre comment eux en sont arrivés là. Non, ouais, je comprends. Et quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous drive dans la vie? Quand vous levez le matin, qu'est-ce qui vous fait lever de votre lit? Ce qui me fait lever de mon lit, c'est la vie. Enfin, ça, ce que je veux dire est un peu tard, mais c'est la vie elle-même, en fait. C'est ce sentiment d'être habité par la joie de vivre. Il y a un mystère, quand même, qui est complètement dingue. C'est que on vient, avant notre naissance, on était dans une totale obscurité où on n'était pas. Tout d'un coup, on traverse pendant quelques années, dizaines d'années, voilà. On est dans un monde de lumière, vivant, avec tous nos sens. Et puis après, on ne sait pas ce qui nous attend. Et du coup, je pense que cette notion que voilà, on ne vit qu'une fois, qu'on a quand même une chance formidable de vivre à une époque où certes il y a des gens qui souffrent, mais on vit quand même à une époque où il y a beaucoup plus de liberté individuelle, où il y a beaucoup plus d'échanges, où on est beaucoup moins soumis à une doxa collective. C'est quand même assez formidable. Donc c'est à la fois des sensations, parce que j'aime bien manger des choses savoureuses, voir des jolies choses, marcher, sentir mon corps s'exercer, lire des belles choses. Mon moteur, il est là, quoi. C'est dans le savourer la vie. Et puis et c'est les gens aussi, bien sûr. Les gens, oui, bien sûr. Après, on peut aussi savourer la vie avec les gens, et c'est le top. Mais même aussi peut-être garder quand vous êtes dans un lieu sauvage, naturel, que ce soit la mer, la montagne, la campagne, quand vous voyez un animal sauvage devant vous, vous dites qu'il existe des choses en dehors de l'homme, qui sont des choses qui ont autant de valeur que l'humain, ouais, qui nous rappellent un peu notre histoire commune. Et ça n'a pas de prix, en fait. Donc, c'est les gens, mais c'est aussi, je dirais, l'ensemble du vivant. Oh, très clair. Quelle est votre définition de la réussite? Oula Je sais pas trop. Je sais ce que, pour moi, n'est pas la réussite. En tout cas, c'est évidemment pas pour moi des choses très matérielles, c'est pas combien je gagne, c'est pas la voiture que je conduis, tous ces objets un petit peu de statut, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Ce que je dirais, pour moi, la réussite, c'est de voir des gens qui sont justement habités par la joie de vivre et qui ont envie de la partager. Des gens qui sont vraiment dans l'échange. Il peut y avoir des gens qui ont des conditions très modestes et qui, à mes yeux, ont une réussite incroyable, éclatante. Ça peut arriver dans des voyages, soit en France ou ailleurs, mais parfois on rencontre des gens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, assez démunis. Mais ce sont des gens qui partagent, qui sont habités par
une sorte de foi dans la vie qui aide les autres. Et je me dis, ces gens-là, ils ont fait leur part d'humain. Voilà, ils ont rendu le monde un peu plus humain. Et pour moi, c'est des gens qui sont dans la réussite. À l'inverse, on voit des gens extrêmement médiatiques, très sûrs d'eux, qui veulent un peu écraser les autres de leur prétendue supériorité. Et pour moi, c'est tout le contraire de la réussite. Bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou quelque chose qui vous tient à cœur, un conseil Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais le conseil, c'est vraiment d'abord de prendre un peu de recul par rapport à sa propre situation, d'en parler autour de soi, mais pas simplement dans le registre de la plainte, pas dans la posture qu'est-ce qu'on me traite mal et je suis vraiment à plainte et je suis entouré d'idiots et de crétins qui ne comprennent rien ou de gens inhumains, et d'arrêter de subir. Et en tout cas, si à un moment donné on est dans une situation où on avale trop de couleuvres depuis trop longtemps, il faut absolument casser cette situation. Sinon, on se renvoie à une mauvaise image de soi, c'est le burn-out qui peut pointer le bout de son nez. Donc, c'est vraiment casser cette logique et peut-être se dire que, au fond, qu'est-ce que je perds ? Entre aller voir mon chef, que je déteste, qui me déteste peut-être, mais avoir une explication, je dirais, franche et mesurée, constructive de son point de vue, qui ne sera peut-être pas du sien. Ce que je risque au final, c'est qu'il me déteste un peu plus ou qu'il me vire, ou alors de rester dans la passivité, dans une forme moderne un petit peu d'esclavage à la routine, à des personnes qui n'ont pas d'estime pour moi. Globalement, on n'a pas tant de choses que ça à perdre. Alors, l'esprit humain voit davantage ce qu'on perd que ce qu'on peut gagner, parce que ce qu'on peut gagner, il faut l'imaginer, alors que ce qu'on perd, on le sent bien. Ouais. Et c'est vrai que dans des situations économiques un peu difficiles, on a tous besoin, je dirais, de revenus et d'assurer ces fins de mois. Mais ça doit pas du tout être le facteur bloquant. Et je dirais, l'idée, c'est d'en parler autour de soi avec des amis bienveillants, mais même avec des gens qui sont pas forcément, je dirais, vos amis, et ne pas subir. Et avoir un petit peu ce sentiment de révolte, et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, et ne pas avoir peur. Parce que souvent, des gens qui sont plutôt courageux au départ finissent par se laisser gagner par une peur intérieure. Et ça, c'est la fin de tout. Ouais, complètement. Ça, c'est très fréquent. Plus facile à dire qu'à faire, mais on peut y arriver. Ouais. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Enger. Et puis, bonne continuation. Puis bravo aussi à vous pour avoir opéré, je dirais, ce magnifique saut. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur les notes de l'épisode. Et si vous voulez continuer à nourrir votre curiosité en plus de ce rendez-vous hebdomadaire, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn de préférence, avec le pseudo @gatemery. Mais aussi à vous inscrire à la newsletter via le site www.gatemery.com pour recevoir du contenu divers toutes les semaines. Dernière chose, super importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple ? Parce que ça permet aux auditeurs de découvrir le podcast plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de problème. Partagez le podcast à 2-3 amis. Peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.